Allez, salut à toi, ici Yann Darwin, bienvenue sur cette chaîne Finance et Investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, on est à Chartres, on va à la rencontre de Nicolas, qui est huissier de justice ici. Il va nous emmener sur le terrain, il va nous donner des conseils, il va nous faire faire finalement un tour d'horizon de son métier. Je me dépêche parce que je suis en retard, on y va, on se retrouve là-bas. Bon, Nico, merci de nous recevoir dans ton étude. Avec plaisir. Et nous emmener sur le terrain également pour qu'on en sache un petit peu plus sur le métier d'huissier. Ouais. Ce qui m'intéresse déjà au début, c'est de comprendre, pour les gens aussi qui nous regardent, qu'est-ce que le métier d'huissier, parce qu'il est très complet, vous faites plein de choses. Tu peux présenter rapidement ? Ouais, exactement. Donc c'est un métier qui souffre d'une mauvaise image, mais qui est extrêmement diversifié. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un huissier ? C'est un officier public et ministériel. Pourquoi ministériel ? Parce qu'on est nommé par le ministre de la Justice et on exerce sous le contrôle du procureur. Donc on prête serment, ce qui nous confère un certain crédit pour tout ce qu'on va faire par la suite et toutes nos missions. Et pourquoi public ? Parce qu'on assure une mission de service public. C'est pour ça qu'on détient un monopole. L'État nous a délégué certaines de ses prérogatives de puissance publique, notamment l'exécution des décisions de justice. Typiquement, ça peut être A est condamné à payer à B 10 000 €, il ne paye pas. Nous, huissiers, on va être chargés de récupérer cet argent de force, par le biais de saisie sur le compte bancaire, saisie sur les rémunérations, saisie sur le véhicule, le mobilier, avec des mises en vente aux enchères, etc. Ça peut être A est condamné à être expulsé, donc s'il ne quitte pas volontairement le logement, nous, on va aller récupérer de force le logement. Du coup, quand tu es sur le terrain, est-ce que parfois il y a des trucs croustillants qui arrivent, genre tu arrives sur place, il y a des gens qui répondent pas, ou qui se cachent, ou... Ça arrive souvent, ouais, parce qu'on toque toujours à la porte, mais des fois on n'a pas de réponse, donc moi je demande à mon serrurier d'ouvrir, donc le temps qu'il crochette ou qu'il détruise la serrure, il se peut qu'on n'ait pas de réponse et d'un coup la porte qui s'ouvre et les personnes qu'est-ce que vous faites, et, ça peut arriver, ouais, et ça arrive même souvent. Bonjour madame, je suis maître Thomas, huissier. Je suis maître Thomas, huissier, vous pouvez ouvrir ? Pardon ? Vous êtes madame ? Est-ce que vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît ? Je suis maître Thomas, huissier, je viens vous voir. Bonjour madame. Vous êtes madame ? Oui. Je suis maître Thomas, huissier. Je viens à la demande de pour ce on avait une suspicion que vous aviez abandonné le logement, vous viviez toujours ici ? Oui. Ok. Très bien, écoutez, dans ce cas-là, vous savez qu'il y a une procédure qui a été engagée à votre rencontre ? Oui. Et là, on est en période hivernale. Oui, non, mais je sais bien. Dans ce cas-là, appelez pour trouver une solution, parce qu'il va falloir régulariser la situation. Oui. Et vous faites comment avec vos serveurs là ? Ils sont toutes collées ? Avec quoi ? Il y a de l'alcool dans vos serveurs ? Bah oui, parce que quelqu'un a essayé de mettre de l'alcool. Et vous faites comment pour rentrer chez vous ? Bah c'est compliqué. Je dois laisser la porte ouverte. D'accord. Ok, écoutez, moi je venais vérifier si vous habitez toujours là, parce qu'on ne savait pas si vous viviez toujours ici. Vous ne nous avez pas entendu toquer à la porte ? Si, j'ai entendu, mais je savais pas que c'était vous en fait. Oui. Enfin, c'était quelqu'un d'autre. Très bien, écoutez, on ne vous embête pas plus longtemps. Au revoir madame. Affaire réglée. Moi je suis maître Thomas, huissier. Vous avez une carte juste Bien sûr, oui. Parce que pour moi, vous étiez en train de cambrioler. En fait, sur place, c'était un huissier qui pénétrait dans les lieux avec serrurier, etc. Une bonne journée à vous. Merci, vous de même, désolé pour le dérangement. Elle a eu On peur rentre que c'était et les son gens ex dorment, ou je sais pas quoi, non? Ouais, je sais pas. Et à la limite, ils restent derrière la porte, ils nous disent c'est qui, et là Ouais. tu réponds, mais non, je sais pas. Les réactions des gens, je cherche même plus à les comprendre. Ça fait qu'on était- Elle a appelé la police. C'est déjà arrivé ça? Ils appellent la police? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, souvent, ça arrive après qu'on soit intervenu, mais pendant qu'on intervienne, c'est quand même assez rare. C'est vrai, ils nous ont pas cassé la gueule. Non, c'est vrai. Donc, première de nos missions, exécuter les décisions de justice. La deuxième principale, c'est tout le volet constat. Donc les constatations, c'est un document qui est établi par un huissier et qui relate une situation à un instant T. Et concernant tout ce qui est procédure également,
sur des litiges qu'on peut avoir sur des constructions, sur des malfaçons, sur des choses comme ça. C'est des choses sur lesquelles tu interviens aussi? On intervient beaucoup en matière de constat, donc dans le bâtiment. Donc hop, j'ai toutes mes infos dans mon logiciel. Donc là, moi, c'est mon 3e et dernier passage, qui veut dire qu'après, voilà, le délai de recours, il est achevé. Toutes les infos, où est-ce que est mon panneau, intervenant, hop, c'est moi qui le fais. Et donc moi, je prends 3 photos. Une photo du panneau, un plan assez proche, pour attester des mentions qui sont dessus. Une photo un petit peu plus loin de la rue et une photo encore un peu plus loin pour attester de l'environnement dans lequel c'est. Et notamment de prouver que le panneau il répond bien aux critères, qu'il est visible et lisible depuis la voie publique. Par exemple, si le client il a mis son panneau là-bas, l'affichage il n'est pas régulier parce que tu n'es plus sur la voie publique et tu peux pas le lire. Il faut pas que tu rentres dans la propriété. Non. Après voilà, s'il l'avait mis 1 mètre derrière, moi je suis ici, je suis sur la voie publique, j'arrive à le voir, j'arrive à le lire, donc ça reste correct. Mais voilà, faut qu'il soit lisible et visible depuis la voie publique, c'est ce que prévoit la loi. Et ils sont obligatoires aussi ces panneaux avec toutes les entreprises qui interviennent là? Parce que tous les promoteurs font ça, mais... Non, je crois pas qu'il y ait d'obligation. Généralement, c'est plus de l'info. Ouais. Mais de la pub. Je crois pas qu'il y ait d'obligation. Ouais, je crois pas non plus. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé d'en le constater, par exemple, des comme ça. Ouais, donc ça doit pas être obligatoire, Non, je sinon on te les ferait constater. Sachant que toi, c'est ce que tu disais, au niveau du coût, il faut compter entre 300 et 600 € pour les 3 passages. Typiquement, là, sur des projets de promoteurs comme ça, où ça draine des millions et des millions, et sachant que le moindre recours, ça peut bloquer ton chantier, et c'est des retards de chantier, enfin, des retards avec des intérêts financiers qui sont énormes. Oui, là, il n'y a aucun... Promoteur, il se pose même pas la question. Ouais. Ils construisent 4200 mètres carrés quasiment. Ouais. Ouais. Et même pour le particulier, le fait de faire constater par huissier, notamment quand en plus tu as le petit signe dessus qui dit que ça a été constaté, tu as le voisin peut-être un petit peu relou qui va arriver, qui va se dire « Ah mince, ça a été constaté par un huissier, je vais peut-être pas l'embêter avec son Velux qu'il veut faire, qu'il va voir sur mon jardin, etc. etc., etc. » Sachant que maintenant, en plus, les tribunaux sur les contestations de permis de construire, ils sont quand même assez sévères. C'est que si tu contestes mais que tu n'avais pas un réel intérêt légitime, tu as des amendes et des pénalités qui sont énormes. Et notamment, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y avait une affaire c'était sur des marchands de biens qui s'amusaient à contester, qui contestaient tous les permis des promoteurs. Ouais, les promoteurs. Et ils leur demandaient en échange des indemnités. Ils disent ok, moi j'annule mon recours et c'est 50, 100 000 €. Et les promoteurs versaient les indemnités, sauf qu'au bout d'un moment ils se sont fait coincer et ils ont eu une amende, je ne sais plus quel était le montant, mais c'était astronomique. Parce que du coup, ce qui leur a été approché, c'est qu'ils n'avaient aucun intérêt légitime à contester le permis, quoi. Oui, ils n'étaient même pas voisins ni quoi que ce Parce que soit. voilà, tes voisins, tu as un défaut d'ensoleillement, tu as une vue qui est cachée, etc. Ça peut être compliqué. Ça peut être des constats d'affichage, aller constater une autorisation d'urbanisme, que ce soit permis de construire, permis d'aménager, démolir, etc. Ça peut être des constats avant travaux. On travaille beaucoup avec des promoteurs, avec des sociétés de démolition, de terrassement, pour pouvoir constater l'état de l'environnement du chantier, notamment des bâtiments alentours, des trottoirs, ce qui permet d'attester la présence de fissures, qu'ils ne soient pas accusés, effectivement, vous avez fait des travaux, mon bâtiment j'ai une fissure, c'est à cause de vos travaux, vous devez me refaire la façade. Ou les trottoirs, les mairies, souvent, ça arrive, demandent aux sociétés de reprendre la voirie pour avoir un truc propre. Donc ils préfèrent faire appel à un huissier, faire un constat. C'est une assurance, c'est que ça se trouve, ça va leur servir à rien, parce qu'on va rien leur demander, mais s'il y a des problèmes, au moins ça permet de couvrir, de dire attendez, moi avant que je commence les travaux, j'ai fait intervenir un huissier, regardez là, votre fissure, on la voit sur la photo. Et donc c'est beaucoup moins cher que de refaire... Enfin, vaut mieux faire intervenir un huissier que de refaire la façade du voisin, c'est clair. Exactement, ou même si on est dans son bon droit, qu'on aille devant un tribunal, qu'on prenne un avocat, que ça dure 2 ans et que ça coûte des frais qui soient exorbitants. Ok, et admettons que je suis un particulier ou un professionnel, peu importe, je fais appel à une entreprise pour faire des travaux chez moi, et puis l'entreprise, elle abandonne le chantier, ça arrive parfois, ou elle me fait des malfaçons, il y a des fissures partout, les fenêtres elles ferment pas bien, etc. Je peux te faire intervenir pour constater tout ça aussi? Bien sûr. Oui, il m'avait dit. Je me suis fait de mise en pli. Hier, on a commencé à mettre les meubles et on s'est aperçu qu'il y avait une légère pluie de billard. On voit même... Ouais, c'est ça. Voilà, mais ça paraît pas, mais si je mets mon meuble, moi je vais... Ça a à la fois centré comme ça et à la fois centré comme ça. Voilà. Le sol. Alors quand j'ai pris mon niveau, là, pour dire on va démarrer le carrelage, il
y a 1 cm de différence. Alors ça, c'est une chose. Alors vous voyez là, le jeu. Donc la difficulté, la subtilité, c'est que ça va pas être mon travail de dire oui c'est bien fait, non c'est mal fait. Ouais. Ça va être de dire ok dans la douche, les carreaux bleus ils arrivent à 70 cm. Ok dans la baignoire, les carreaux bleus ils arrivent à 65 cm. Ouais, c'est vraiment. Après c'est pas à moi de dire c'est normal, c'est pas normal. Moi j'en sais rien, je sais pas ce qui était convenu, j'ai pas les contrats et si ça doit partir au tribunal, ce sera le travail d'avocat et voilà. Là c'est à moi de dire effectivement, je vois en posant une règle au sol métallique, je vais m'apercevoir d'une différence de niveau, enfin d'une épaisseur de 50 mm ou 1 cm. Le mec qui a pas carré jusqu'en haut. Voilà, parfait. Du coup on va pouvoir mesurer notamment au niveau du... Voilà. À partir du moment où nous on intervient pour constituer un dossier de preuve, le procès-verbal de constat d'huissier, comme on disait, c'est la reine des preuves, j'aime bien cette expression. Donc effectivement, plutôt que toi prendre des photos et d'aller devant un tribunal et que le juge il te dise bah, vous êtes bien gentil monsieur, mais vos photos, je ne sais pas quand est-ce qu'elles ont été prises, je ne sais pas comment elles ont été prises, je ne sais pas si elles n'ont pas été retouchées. Le mieux c'est de faire intervenir un huissier immédiatement et nous effectivement on fait un constat de l'ensemble de la situation sur les constats d'affichage de permis de construire, les constats avant travaux, les constats après travaux, les malfaçons, les abandons de chantier, les états des lieux, des constats de litige entre voisins, sur des destructions de stock. Enfin, on a vraiment... Les constats, tu m'en avais montré un tout à l'heure, on peut le regarder, les constats de... Bien sûr. Genre ça, c'est un état des lieux, c'est ça? Ça, c'est un état des lieux qu'on a fait. Genre, c'est pas le constat que tu fais toi, tout seul, chez toi, quoi. Exactement. Donc Il y a 80 pages, là. C'est un document qui est complet, c'est un état des lieux sur une maison, donc une maison neuve. Et donc là, tu prends en photo absolument tout. On prend en photo absolument tout, puis on a une description qui est bien détaillée. Intérieur, extérieur. Voilà. Okay. Le sol est recouvert d'œufs, les plaintes sont comme ci, les murs sont le peints, mur, la pas peinture, peints, revêtement. à l'état neuf, à l'état pas neuf, etc. Voilà. Ok. À partir du moment où il faut une preuve qui est irréfutable, c'est le constat d'huissier qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et c'est un peu ce qu'on appelle la reine des preuves, un document qui est irréfutable et qui a un véritable poids devant un tribunal. Ouais, c'est la plus grande force probante auprès d'un tribunal. Exactement, ouais. Il n'y a pas meilleure preuve. Devant un tribunal, c'est le constat d'huissier, voilà, c'est la meilleure preuve. Ouais. Ouais, c'est pour ça, notamment dans l'immobilier, il y a beaucoup, les professionnels, les marchands de biens, on fait beaucoup appel, les promoteurs font beaucoup appel également aux huissiers. Ouais, exactement. C'est des choses que tu as déjà fait, les constats de tapage nocturne, etc., d'aller chez des gens pour écouter s'il y a du bruit avec le voisin. C'est des choses qui arrivent fréquemment, soit des conflits entre voisinage, soit sur des gens qui ont des nuisances par le fait d'un bar, d'une discothèque, des choses comme ça. Donc, que ce soit du tapage nocturne de nuit ou ce qu'on appelle également le tapage diurne, du bruit excessif la journée. Je veux faire intervenir un huissier, par exemple, pour constater un permis de construire, qu'il est bien affiché, ou parce que mon voisin il fait trop de bruit. Combien ça coûte finalement? C'est cher, c'est pas cher? Alors, c'est cher ou pas cher, ça dépend des gens. Pour certains, c'est toujours trop cher. Mais en matière de constat, le tarif il est libre. C'est-à-dire que chaque huissier fixe son tarif, contrairement à toutes les procédures où là, effectivement, c'est un tarif qui est fixé par la loi et que tu fasses appel... Pour une procédure d'expulsion, par exemple, un huissier de Marseille, de Toulouse ou de Paris, ça sera exactement le même prix. Okay. En matière de constat, le tarif, il est libre. Après, voilà, ça oscille dans une certaine fourchette qui est à peu près identique entre tout le monde. Typiquement, par exemple, un constat d'affichage de permis de construire, on se déplace 3 fois sur place. Ça oscille entre 250 et 600 € en fonction des départements, en fonction des huissiers, en fonction de la complexité de la demande et tout ça. Ok, donc par rapport à tout ce que ça peut t'amener en cas de problème, c'est pas non plus méga cher. C'est le prix de la tranquillité, de la sécurité juridique. Donc sur un projet de construction ou de promotion immobilière qui représente plusieurs centaines, voire des fois des millions d'euros, c'est ridicule. Après voilà, en fonction du projet, effectivement, le coût il est facilement absorbé, quoi. Et j'ai une question qui me brûle les doigts, les lèvres. Il y a plein d'applications d'huissiers, entre guillemets, en ligne. Il y a des sites internet, il y a des trucs qui s'appellent Certiphoto, SnapAct, EasyConstat, des choses comme ça, qui permettent de faire des constats d'huissier, ou je ne sais pas s'ils sont corrects ou pas, en ligne ou via des applications. Comment ça marche? Alors effectivement, ça, il y a un gros contentieux là-dessus. C'est des applications qui proposent ce qu'ils appellent des constats d'huissier à prix réduit, par lequel moi, avec mon téléphone, je vais prendre une photo, je vais l'envoyer à l'application, qui va l'envoyer à un huissier, qui va certifier avoir reçu un fichier tel jour, telle heure. Simplement,
Ce que va faire l'huissier, c'est simplement avoir reçu un fichier. Mais le contenu n'est absolument pas certifié. Et on a des décisions de justice, dont une qui a été rendue récemment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré qu'effectivement, ces documents ne constituaient pas des constats d'huissier, n'avaient pas de valeur probante, à partir du moment où ce n'est pas l'huissier qui s'était déplacé, qui avait fait lui-même les constatations matérielles sur place. Donc, à proscrire est inutile. Sauf dans certains cas. Mais voilà, ça peut avoir un rôle en matière de propriété intellectuelle, notamment, mais grossièrement, je veux faire ça avec mon permis de construire, inutile. Autant prendre une photo soi-même, au moins on économise un peu d'argent, mais ouais, c'est des applications voilà, qui... Ouais, parce qu'en fait, l'huissier qui reçoit le fichier dans l'application, il certifie qu'il a reçu le fichier. Mais vu qu'il ne s'est pas déplacé sur place, il ne constate pas vraiment ce qui s'est passé. Exactement, et si on doit aller devant un tribunal, le juge qui va recevoir ça n'a aucun moyen de savoir si la photo qui a été reçue par l'huissier n'a pas été trafiquée. C'est savoir quand elle a été prise, dans quelles conditions elle a été prise, le contenu de la photo, est-ce qu'il est réel et identique à la réalité. Voilà, ça, il n'y a qu'effectivement une photo d'huissier. Un constat d'huissier qui arrive devant le juge il sait que c'est l'huissier qui a pris la photo, parce que dans notre procès-verbal, on va décrire où on s'est rendu, à quelle heure on s'est rendu, comment on s'est rendu, dans quelles circonstances ont été prises les photos. Et à partir du moment où c'est pris quand même par un officier public et ministériel qui a sermenté, le magistrat, il se doute que la photo, elle n'est pas retouchée, qu'elle est quand même fidèle à la réalité. Est-ce qu'on peut parler d'un truc qui nous intéresse en tant qu'investisseur Ouais. IMO, enfin qui nous intéresse, qu'on subit parfois, c'est tout ce qui est impayé de loyer. Quoi faire, à quelle date, comment réagir, et puis quand l'impayé commence à se transformer vraiment en vrai impayé, c'est-à-dire plus qu'un petit retard d'1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on va vers la procédure d'expulsion. La procédure d'expulsion en matière d'habitation, elle est longue, elle est compliquée parce qu'elle est très protectrice du locataire en place. C'est vraiment la grande hantise des investisseurs, parce que t'as beau dénicher une pépite, négocier ardemment avec le vendeur, te batailler pour aller chercher ton financement, faire des super travaux. Si tu mets un mauvais locataire en place ou un locataire qui devient un mauvais locataire, là ton investissement, niveau rentabilité, c'est la cata et ça peut vite virer au cauchemar. Du coup là juste tu constates que c'est vide. Ouais, exactement. De toute façon, c'est dans le même état que dans lequel on était venu quand on avait fait le constat d'abandon, donc logement véritablement abandonné. Et là, voilà, on change les serrures et le propriétaire récupère tout ça. Okay. Pas mal de ménage à faire. Un petit peu. Donc, voilà. Et du coup là le serrurier met une serrure neuve. Ouais, exactement. Tu gardes les clés. Ouais. On change le barillet, puis après moi je restitue les clés au propriétaire. Donc, tout ce qui va être frais d'évacuation, déménagement, tout ça, c'est à la charge du locataire. Ouais. Donc après, reste la question de la solvabilité. Oui, bah oui. Donc, ce sera au propriétaire d'en faire l'avance s'il veut que ce soit fait. Là, il pourra demander le remboursement au locataire. Dès le premier impayé, nous en tant qu'huissier, on va aller délivrer un commandement de payer. Donc ce document qui est remis par l'huissier, ça va dire au locataire, vous avez un délai de 2 mois pour payer. Si vous ne payez pas dans ce délai de 2 mois, le propriétaire bailleur il sera autorisé à engager une action en expulsion. Donc ça fait vraiment partir les délais légaux. Exactement, ouais. Tout ce qu'il y a avant, finalement, les recommandés, etc., C'est, on va dire, plus de la négo amiable. Tu as beau envoyer 15 recommandés, tu peux pas aller devant le juge si tu n'es pas passé par cette case et que tu veux faire jouer ta clause résolutoire. Ok. Donc là, déjà, ton locataire, il a un délai de 2 mois pour payer. Si le commandement de payer, il n'est pas intégralement payé, on part devant le tribunal. Donc on délivre ce qu'on appelle une assignation. Une assignation, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une convocation en justice. Donc on va avoir une audience, mais il se passe un minimum encore 2 mois. Ok. Et là, on arrive à l'audience. Qu'est-ce qui se passe à l'audience ? Toi ou ton avocat, tu vas arriver, tu vas dire voilà, moi j'ai souscrit un contrat de location avec monsieur Untel, il ne me paye plus, du coup je demande à la fois sa condamnation au paiement des loyers et je demande également à ce qu'il soit expulsé pour que je puisse récupérer mon logement. Est-ce qu'en général, les bailleurs gagnent ? Ouais. Quand tout est carré, je veux dire... Ouais, à partir du moment où, de toute façon, l'infraction, c'est là où, en fait, l'intérêt de faire jouer la clause résolutoire, c'est que c'est un mécanisme. À partir du moment où on a un article de notre contrat de location, donc notre contrat de bail, qui dit que s'il ne paye pas dans le délai de 2 mois, le bail est résilié de plein droit, le juge, il a juste à constater qu'il n'a pas payé dans le délai de 2 mois et il peut pas... Voilà, Oui.
À partir du moment où l'infraction elle est constatée, déjà le prévu. bail il sera automatiquement résilié. Ok. Après, ce qu'on peut avoir ici et qui peut nous freiner dans notre procédure, c'est notamment des délais de paiement qui peuvent être accordés aux débiteurs dans la limite de 36 mois. Donc on arrive ici avec une dette locative. Le juge il peut dire moi j'accorde des délais de paiement aux débiteurs, donc aux locataires, sur un délai de 36 mois. Donc il a 36 mois pour s'apurer de sa dette. Et pendant ces 36 mois, la clause résolutoire elle est réputée ne pas avoir joué. C'est-à-dire qu'il reste dans les lieux, il doit payer son loyer courant et il doit également payer la dette locative divisée en 36. Et tant qu'il respecte, on ne peut rien faire de plus. On s'arrête ici. Ok. Donc ça peut être effectivement un petit frein à notre procédure. Mais par contre, est-ce que si on est dans ce cas-là et qu'il arrête et qu'il ne respecte pas, par exemple, une échéance, il en rate une, Ouais. la clause résolutoire, du coup, reprend vie? Exactement. On continue. On n'a pas besoin de repartir depuis le début. Donc, Ok, ok. voilà. Donc, ce qui Ok. confère quand même une certaine sécurité Ouais. juridique. Ok. Donc une fois que notre jugement est rendu, il faut que nous, en tant qu'huissier, on aille le signifier à la personne, donc au locataire. La signification, qu'est-ce que c'est? C'est simplement nous, en tant qu'huissier, on va se déplacer et remettre, dans la mesure du possible, en main propre, un exemplaire original de la décision de justice et indiquer au locataire les conséquences que ça va engendrer. Donc après, lui, il a un délai de contestation de 1 mois. Donc pendant 1 mois, il peut contester cette décision et donc faire appel. Donc après, on se retrouve devant la cour d'appel qui ressaisit du litige et qui juge. Et en parallèle, on va lui délivrer cette fois-ci un commandement de quitter les lieux. Ok. Donc là, merci, vous devez partir. Exactement. Voilà. Donc c'est qu'il y a une décision de justice qui a été rendue, qui ordonne votre expulsion. Moi, je vous délivre mon commandement de quitter les lieux. À compter d'aujourd'hui, vous avez un délai de 2 mois pour partir. Donc c'est encore 2 mois. On a encore 2 mois. Donc déjà, quand on arrive à cette étape, on a 1 mois de loyer impayé ici, on a 2 mois ici, minimum 2 mois ici, on arrive déjà à 5 mois, un petit délai de 15 jours ici. Après, on se retape encore 2 mois, on arrive ici, on est déjà à 7-8 mois de procédure, facile. Ouais. Et là Si encore, on a réagi vite. si on a réagi vite. Et encore, l'audience de 2 mois, c'est quasiment du jamais vu, quoi. Généralement, on est plus aux alentours de 4-5 mois et, Pour avoir la date d'audience. pour avoir la date d'audience, ouais. Si la personne, elle s'en va pendant ce délai, ce qu'on peut faire, c'est un procès-verbal de reprise. C'est-à-dire que la personne, elle a quitté les lieux, soit nous a remis spontanément les clés, soit on sait qu'elle est partie parce que on a eu l'info des voisins, l'info du bailleur, on a vu un camion de déménagement, enfin, on sait qu'elle habite plus dans les lieux. La loi nous autorise effectivement à aller reprendre les lieux, donc changer les serrures, et c'est un peu la fin de notre procédure ici. Ok. Donc pas besoin d'attendre ce fameux délai de 2 mois. Quand il y a encore des meubles, comment tu... Parce que là, bon, c'est clair et net qu'il n'y a plus personne. Ouais. Quand il y a encore des meubles, quels sont les indices Les indices, la boîte aux lettres qui est pleine, l'électricité qui est coupée, le frigo qui a plus de denrées alimentaires ou que des trucs périmés, plus de literie, l'eau de la cuvette des toilettes qui est évaporée, enfin c'est plein de petits indices Ok. que moi je retranscris dans mon procès verbal et une fois que je dépose ma requête au juge, lui avec mes photos et mon descriptif, ça va lui permettre de juger oui ou non c'est abandonné et oui ou non j'autorise la procédure de logement abandonné. Ok. Bon là, Donc là, il n'y a pas de doute, sauf s'il a tout retiré pour refaire les peintures et qu'il réaménage demain. Mais... Donc là, voilà, moi, je vais quand même demander au juge la résiliation du bail, parce que si c'est pas résilié ni par le propriétaire, ni par le locataire par l'effet d'un congé, il faut quand même que quelqu'un résilie le bail, et ça va être le rôle du juge. ok. Bon, celui-là, ils l'ont nettoyé, c'est bien. Ouais. Ok, du coup, il se passe quoi si la personne part toujours pas? Donc si la personne ne part pas à l'issue du délai de 2 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on va se rendre sur place, constater qu'effectivement la personne, elle est toujours là, donc on va faire un procès verbal, et on va requérir le concours de la force publique. Donc on va demander à la préfecture de nous autoriser à expulser, accompagner soit de la gendarmerie, soit de la police. Ok, donc ça, c'est la fameuse expulsion que tout le monde a dans sa tête quand il pense à une expulsion, quoi. Exactement. On arrive avec la police, quoi. Donc réquisition de la force publique. Mais alors, j'imagine, pour l'avoir déjà vécu, que la force publique, ça met un petit peu de temps à arriver. C'est une des grosses étapes de la procédure, c'est qu'on on arrive quand même en bout de course de toute la procédure, mais c'est une étape qui peut être relativement longue, sachant que nous, on ne peut pas expulser si on n'a pas l'autorisation de la force publique. Moi, je ne peux pas y aller juste moi avec mes déménageurs et faire l'expulsion. Ouais. On est obligé d'avoir l'assistance des policiers ou des gendarmes. Donc c'est là que nous, on fait notre demande et... Quand est-ce qu'on aura la réponse? Sachant que la préfecture a un délai de 2 mois pour répondre, et si elle ne répond pas dans ce délai de 2 mois,
on peut après demander des indemnités d'État, au moins pour indemniser le bailleur du préjudice subi, du fait que l'État n'accorde pas son concours Alors ça, pour c'est quand même procéder à super l'expulsion. intéressant. Tu es en train de me dire que si la police ou la préfecture, pas de gendarmerie, rien, personne ne vient sur place, passé 2 mois, l'État doit indemniser le bailleur. Exactement, ouais. Donc Ok. c'est Et des- ça, il y a un barème qui existe, il y a un... Il n'y a pas de barème. Généralement, ce qui est classiquement demandé, c'est le montant ce qu'on appelle les indemnités d'occupation, qui est le loyer, mais qui n'est plus un loyer parce qu'il n'y a plus de bail, mais qui est le même montant, donc le montant du loyer qui équivaut aux indemnités d'occupation. Généralement, c'est ce qui est versé par la préfecture. Ok, et là, c'est toi, en tant qu'huissier, qui va demander ça en justice? Comment ça marche? Ça dépend à voir avec son client. Ouais, effectivement, pour certains de nos clients, nous, on le demande. On fait le nécessaire auprès de la préfecture. On négocie avec eux pour obtenir cette indemnité. Et on a certains de nos clients, par exemple des bailleurs sociaux, où eux, ils ont un service spécialisé qui s'occupe de ça et qui va demander eux-mêmes à la préfecture. Ok, donc négociation en préfecture pour Voilà. cette partie-là. Mais déjà, à partir de cette étape, on peut avoir une petite indemnisation. Mais arrivé ici, ça peut déjà prendre plusieurs mois. Ça fait beaucoup de temps, mais bon, c'est mieux que rien. Ok. Et du coup, une fois que t'as la police, tu vas chez les gens, tu Ouais. les fais sortir, Une fois que j'ai la police, là, je peux faire mon expulsion. d'accord. Et là, bon, j'imagine que tu arrives, tu dis à la personne, bon ben voilà, faut partir. La personne doit partir tout de suite. Ouais, exactement. Et ses meubles, etc., qu'est-ce qui se passe? Alors, 2 possibilités. Au moment de l'expulsion, la personne, elle est là ou elle n'est pas là. Les meubles, soit on les fait déménager, soit on peut les séquestrer sur place. C'est-à-dire qu'on laisse le mobilier sur place, sachant que le mobilier, qu'on le déménage ou qu'on le laisse sur place, la personne elle a un délai de 2 mois pour récupérer l'intégralité de son mobilier. Et si elle ne le fait pas pendant ce délai de 2 mois, le mobilier qui sera déclaré avoir une valeur marchande par l'huissier au moment de l'expulsion, ça sera mis en vente aux enchères. Et le mobilier qui sera déclaré ne pas avoir de valeur marchande par l'huissier au moment de l'expulsion, ça sera des biens qui seront déclarés abandonnés et qui seront détruits. D'accord, donc c'est toi, comme on voit souvent dans les films, qui dit il y a une télé qui vaut tant, etc. Exactement. J'arrive au moment de l'expulsion, je suis accompagné de mon serrurier, des déménageurs si nécessaire, et là je fais l'inventaire de tout ce qu'il y a dans la maison. Donc voilà, je note que la présence d'une télé sans valeur, la présence d'un buffet, vaisselle, etc. Donc je note absolument tout ce qu'il y a. Je décris le fait qu'il y ait une valeur marchande ou non, ce qui va permettre de savoir après si on part en vente aux enchères ou si effectivement on part en destruction. Ok. Sachant que la plupart du temps, c'est des biens qui n'ont quasiment aucune valeur, Oui, valeur oui. marchande. En général, les meubles, ça coûte pas très cher. Du coup, là, on comprend que la procédure est très longue. En plus, il y a une histoire de trêve hivernale au milieu. Tu peux expliquer la trêve hivernale? Exactement, en matière d'habitation, la loi prévoit qu'il est impossible de procéder à une expulsion, donc du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Donc ça fait quand même une période de gros battements Ouais. pendant laquelle il est impossible de faire une expulsion. Alors attention, pendant la trêve hivernale, on ne peut simplement pas expulser. C'est-à-dire qu'il n'y a que Ouais, cette tu peux étape faire de la tout le procédure reste. qu'on ne peut pas. Ok. Et moi, j'ai mon locataire, on est au mois de janvier qui ne me paye plus, il n'y a rien qui m'empêche de déjà entamer ma procédure. Je Ouais. gagne quelques mois, parce que si Ouais. j'attends d'être au mois d'avril pour engager ma procédure, je perds encore du temps. Complètement. Où il y a mon jugement qui a été rendu, je peux très bien délivrer mon commandement de quitter les lieux et dire à mon locataire, même si vous êtes en trêve hivernale, vous avez quand même 2 mois pour partir. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, vous avez 2 mois pour partir, vous avez jusqu'au 1er février pour partir. Ouais. Donc quand bien Et- même on est en trêve hivernale, Ouais, ouais. et après, si jamais il part pas, je continue à dérouler ma procédure. Mais quoi qu'il arrive, même si j'ai l'État qui est ultra réactif, parce que je fais ma demande à la préfecture dès le lendemain, ils me disent oui, c'est bon, vous pouvez expulser, je ne pourrai pas tant qu'on ne sera pas le 1er avril. Ok, très bien. Donc que la partie expulsion. Ouais. Et trêve hivernale, ça ne vaut qu'en matière d'habitation. Voilà. Oui, il n'y a Si pas de on- locaux Si commerciaux. on est sur des locaux commerciaux professionnels, là, ça ne vaut pas, on peut expulser pendant toute la période de l'année. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une petite feinte quelque part pour aller plus vite dans toute cette procédure-là? Sur la procédure d'expulsion à proprement parler, malheureusement, non. Après, si on a une procédure spécifique qui existe pour ce qu'on appelle les logements abandonnés, parce qu'on a une procédure d'expulsion, il faut compter un délai moyen d'à peu près 2 ans. Mais le législateur a mis en place une procédure simplifiée pour les logements qui sont abandonnés. Grossièrement, c'est le locataire qui part à la cloche de bois, qui abandonne le logement, qui ne donne ni congé et qui ne restitue pas les clés au propriétaire. Donc le propriétaire, même si le locataire est parti, faut que le bail soit résilié, parce qu'il y a un contrat qui lie 2 parties. Ce contrat, il est rompu comment? Soit par l'effet d'un congé, le locataire qui dit moi je m'en vais, ou le propriétaire qui délivre également un congé, qui dit moi je résilie le bail pour tel ou tel motif. S'il n'y a aucune des 2 parties qui résilie le bail, il faut que ce soit résilié judiciairement. Dans ce cas-là, on retourne devant le juge, mais on a une procédure qui est simplifiée. La première étape, c'est une mise en demeure qui est adressée par l'huissier. Donc là, c'est pas un courrier qu'on envoie, mais c'est bien l'huissier qui se déplace pour remettre le courrier en main propre. Ok. Donc une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Je dis au locataire,
voilà, merci de me justifier que vous occupez bien ce logement. Donc ça peut être une facture d'électricité du mois dernier avec une consommation, facture d'eau, un relevé téléphonique, attestation de voisinage, voilà. Il faut qu'il justifie qu'il occupe bien le logement. Ok. Si le logement est réellement abandonné, généralement il ne le fait pas, il relève même plus sa boîte aux lettres et donc il ne le fait pas. Il a un délai d'1 mois. Déjà on n'est plus sur du 2 mois, on est sur du 1 mois. Il a un délai d'1 mois pour le faire. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, huissier, je vais aller faire un constat d'abandon. Donc, constat d'abandon, je vais rentrer sur place de force avec témoin et serrurier. On va crocheter la serrure et moi, je vais constater l'état d'abandon ou pas du logement. Donc, je vais me baser sur plusieurs indices, le fait que l'électricité soit coupée, qu'il n'y ait plus de denrées alimentaires, que le logement soit entièrement vide ou qu'il soit encore partiellement meublé, qu'il n'y ait plus de vêtements de literie, qu'il n'y ait plus de vêtements de produits d'hygiène, que l'électricité soit coupée comme je disais, qu'il n'y ait plus d'eau, que voilà. Je me base sur tout un faisceau d'indices pour pouvoir attester ou non que le logement il est bien abandonné. Une fois que j'ai réalisé mon constat d'abandon, je vais déposer une requête au tribunal. Donc là, contrairement à la procédure d'expulsion où on doit aller physiquement devant un juge, dans un tribunal où il y a une audience, chacun fait sa petite plaidoirie, là c'est une requête. Donc c'est moi un dossier que je prépare avec tous mes éléments et que j'envoie par la poste au tribunal où je vais déposer. Le juge il récupère ça, il examine ma demande et après il rend une ordonnance. Donc effectivement... Ok, il n'y a pas de procès entre guillemets là. Il n'y a pas de procès. Personne n'est n'est dans son bureau quoi. Exactement, personne n'est convoqué. Le juge rend une décision, donc soit il dit bah non, pour moi le logement n'est pas abandonné, donc je refuse la demande, soit effectivement oui, au vu des éléments que vous me communiquez, pour moi le logement est abandonné, donc je rends une ordonnance qui fait droit à votre demande. Ok. Donc là c'est pareil, le délai entre le moment où moi je dépose ma requête et le moment où le magistrat il rend son ordonnance, ça dépend des juridictions, ça dépend des départements. On a des départements où c'est quand même relativement rapide, 1 ou 2 mois. On a des départements où ça peut représenter plusieurs longs mois, voire des fois même peut-être une année. Donc finalement, cette procédure simplifiée, elle n'est plus vraiment simplifiée. Mais généralement, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ok. Cette ordonnance, encore une fois, il faut qu'on la signifie. À partir du moment où il y a une décision de justice qui est rendue, elle doit systématiquement être portée à la connaissance de la personne contre qui elle est rendue. Elle a systématiquement une voie de recours qui lui est ouverte. Une décision de justice qui est rendue, on peut toujours la contester. Donc ça, on va signifier cette ordonnance et la personne a là un délai de 1 mois pour la contester. Ok. Donc pareil, tu te déplaces, tu signifies. Exactement. Ok. Donc classiquement, ce qui se passe à cette étape, sachant que, au vu de toute la procédure, le logement est abandonné, c'est que je rencontre personne à cette adresse. Oui. Mais le fait que je rencontre personne, ça ne change rien. Quand c'est un acte d'huissier et que c'est l'huissier qui se déplace, ce qui fait foi, c'est la date à laquelle l'huissier s'est déplacé. Il n'y a pas besoin que ce soit réellement remis en main propre. Oui, à la différence du recommandé, si la personne ne va pas chercher le recommandé, il ne se passe rien. Exactement, ouais. Toi, voilà, que la personne soit là, pas là, Ouais, les délais courts. Pour rebondir notamment en matière de congé, toi propriétaire, tu veux donner congé à ton locataire, tu lui envoies un recommandé. Ouais. Si jamais il ne va pas le chercher et que tu étais un petit peu limite dans les délais, ton congé, il ne fonctionnera pas. Donc le fait de passer par huissier, ça arrive souvent qu'on nous appelle le dernier jour possible ou l'avant-dernier jour possible. Est-ce que vous pouvez me délivrer un congé? Bah oui, on le rédige, on y va et c'est la date de notre passage qui fait foi, même si on ne rencontre pas la personne qui est destinataire de l'acte. Ok. Donc là, si je résume, entre la procédure d'expulsion qu'on a vue avant, qui va durer plus d'1 an, 1 an et demi, voire entre même 1 an et 2 ans. Ouais, entre 1 et 2 ans. Cette procédure-là, elle dure entre 2, 3 mois et 1 an, on va dire. Ouais, voilà, il y a encore 1 an, on est sur de la moyenne longue. Après, ça reste en fonction. L'étape la plus longue, ça va être entre le moment où le tribunal va rendre sa décision, mais en fonction des régions. Nous, par exemple, ici, on est par exemple sur une période de 6 mois, donc ce qui est plutôt raisonnable. Tu gagnes vachement de temps. On gagne. Et est-ce qu'une procédure d'expulsion peut se transformer à tout moment en constat d'abandon? Exactement, ça peut, parce que souvent les deux vont un petit peu de pair, c'est que le locataire, il s'en va à la cloche de bois, il rend les clés à personne, par en avoir marre, et naturellement, s'il s'en va, il arrête de payer ses loyers. Donc il n'y a rien qui nous empêche d'engager les deux procédures en même temps. Okay. Donc à la fois un commandement de payer, comme on a vu avant dans la procédure d'expulsion, et en même temps une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Et après, on peut dérouler les deux procédures simultanées. Et si effectivement, il nous justifie de l'occupation du logement, ou quand on arrive à cette étape, on voit qu'il habite là parce qu'il y a des denrées alimentaires, etc., et c'est pas grave, on n'a pas besoin de repartir de zéro parce qu'on avait déjà commencé notre autre procédure. Donc ça permet effectivement de gagner quelques mois qui peuvent être précieux. Okay. Pour en revenir à notre schéma, une fois que notre ordonnance elle est rendue, qu'on l'a signifiée, que le délai de contestation d'1 mois il est passé, et là du coup on peut aller sur place et faire un procès-verbal de reprise. Donc là, on récupère les lieux.
Ok. Changement de serrure, donc avec témoin, serrurier, ou alors avec la police, la gendarmerie, le maire ou un élu municipal. On change la serrure et c'est à partir de cette étape que le propriétaire récupère la jouissance de son bien. Donc tu travailles pas mal avec le serrurier de base. On fait bien bosser le serrurier, ouais. Il est content et il a généralement un chèque plutôt sympathique à la fin du mois. Donc ouais, ça va de pair. De toute façon, nous, on est obligé dans nos procédures de faire appel à un serrurier. Et voilà. Et après, si jamais il y a des meubles qui sont sur place, c'est comme la procédure d'expulsion. La personne elle a un délai de 2 mois pour les retirer. Voilà. Je voudrais te parler du bail notarié. Parce que souvent, on parle du bail notarié, sa force probante, légale, comme quoi il peut nous aider à faire des saisies, etc. Est-ce que toi, en tant qu'huissier, le bail notarié t'aide vraiment? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Et est-ce que tu gagnes vraiment beaucoup de temps? Et est-ce que tu gagnes vraiment beaucoup de moyens légaux? Ouais, le bail notarié, c'est quand même un bail qui est très puissant et qui permet d'avoir un raccourci qui est super important. À partir du moment où on a un loyer qui est impayé, pas besoin d'aller devant la case tribunal et d'obtenir une condamnation pour pouvoir engager des procédures, notamment des saisies du compte bancaire, etc. Chose qu'on n'aurait pas avec un autre type de bail. Donc ça, c'est vraiment un outil puissant qui fait qu'on n'a pas besoin de repasser devant la case tribunal parce que voilà, ça a une force exécutoire qu'on peut nous exécuter directement. Après, sur un bail classique, qui soit fait par une agence, par un huissier, parce qu'on fait aussi de la rédaction de bail. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, ouais. On a quand même moyen de faire des choses. Parce que la loi prévoit que nous, en tant qu'huissier, on peut faire ce qu'on appelle des saisies à titre conservatoire. Donc avant l'obtention d'une décision de justice, je peux très bien aller bloquer le compte bancaire du locataire. Donc c'est sous certaines conditions. Pour que je puisse faire ça, la loi prévoit que je dois être autorisé par un juge. Donc je demande au juge, est-ce que vous m'autorisez, parce que monsieur machin me doit de l'argent, à lui bloquer son compte bancaire. Sauf que la loi prévoit également qu'on a une exception à cette autorisation du juge en matière lorsque on a un loyer impayé. Donc, c'est-à-dire que si j'agis en vertu d'un loyer impayé, je peux d'ores et déjà faire une saisie conservatoire sur le compte bancaire de mon débiteur sans obtenir la décision de l'autorisation du juge. Je m'explique, mon locataire, j'ai un bail qui est classique, mon locataire ne me paye pas mon loyer, je peux demander à un huissier d'aller faire une saisie sur son compte bancaire. Attends, stop. Tu es en train de me dire que j'ai un bail classique, je l'ai fait moi, je l'ai pris sur internet, je l'ai fait avec une agence, peu importe, c'est pas un bail notarié. Ouais. Le locataire me paye plus, je peux aller voir un huissier et lui demander une saisie conservatoire. Exactement, ouais. Donc la seule différence qu'on va avoir avec le bail notarié, qui est quand même une différence notable, c'est qu'avec le bail notarié, je fais ma saisie, le temps de récupérer les fonds, généralement délai de procédure, il se passe un mois et demi, 2 mois, et je récupère les fonds. Si on n'est pas sur un bail notarié, je peux bloquer la somme sur le compte bancaire, mais je devrais quand même a posteriori engager une procédure devant le tribunal pour qu'il y ait effectivement un jugement qui soit rendu et une condamnation, qu'il y ait un magistrat qui reconnaisse bien qu'effectivement cette personne est redevable d'une somme d'argent envers mon propriétaire. Ok, d'où le nom à titre conservatoire. Exactement, on a titre bloque la somme. Ouais. Mais cette somme reste bloquée auprès de la banque, et ce qui fait que la personne, elle n'y a pas accès, elle n'a pas disposition, et elle ne peut pas dilapider cette somme d'argent. Donc ça permet effectivement d'avoir une garantie qui est quand même fiable. Et tu peux bloquer longtemps de l'argent comme ça? Quasiment indéfiniment, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. C'est bon, c'est très bon à savoir. Et tu peux le faire en matière civile sur des baux classiques d'habitation, des baux commerciaux, même des litiges entre sociétés. Ça marche La loi elle prévoit simplement, c'est ce qu'indiquait dans les textes, une créance résultant d'un contrat écrit de louage d'immeuble. À partir du moment où c'est un immeuble qui est loué, que ce soit en matière rurale, en matière professionnelle, en matière commerciale, en matière d'habitation, en matière civile, je te loue un bâtiment en matière civile, c'est tout à fait possible. Un garage par exemple. Ok. Donc pas de précision, ça peut être... voilà. Et c'est souvent mis en application en matière commerciale, où là on peut avoir des risques effectivement de liquidation, de faillite derrière, donc c'est super important et super intéressant d'agir super rapidement. Et voilà. Donc il y a cette petite arme qui existe, qui est assez peu utilisée, assez peu connue, mais voilà. Le bail notarié c'est quand même au-dessus, mais si on n'a pas de bail notarié, on peut quand même faire des trucs. D'ailleurs, parfois on voit les huissiers saisir des biens, genre des voitures, genre du stock pour des magasins, etc. C'est des choses qui sont possibles également, ça? Ouais, exactement. À partir du moment... La procédure d'expulsion, c'est un peu une procédure hybride parce qu'on a 2 procédures en une. La première, c'est récupérer le local, et la seconde, c'est la dette locative. Donc dans le jugement qu'on va voir, on aura l'expulsion et on aura le recouvrement de la dette locative. Donc pour la dette locative, c'est exactement la même chose que pour n'importe quelle dette. À partir du moment où A est condamné à payer X euros à B et qu'il ne s'exécute pas, on peut mettre en place tout moyen. Donc si c'est une société, ça peut être effectivement aller saisir le stock, ça peut être la saisie de licence si c'est un établissement de débit de boisson, ça peut être la saisie d'un véhicule si c'est un particulier ou même un professionnel, ça peut être la saisie du compte bancaire, ça peut être la saisie des rémunérations, ça peut être des saisies de parts sociales, enfin
tout ce qui a une valeur, on peut saisir. Ok. Et quand tu as un jugement, il y a une histoire, c'est 10 ans, c'est ça? Pendant 10 ans, tu as le droit d'aller recouvrer la dette? Exactement. Donc toute décision de justice qui a été rendue, on a un délai de prescription qui est de 10 ans. Donc en fait, il ne faut pas qu'il se passe plus de 10 ans sans qu'on fasse rien. Donc voilà, c'est le délai de prescription de 10 ans, mais quelqu'un qui est insolvable aujourd'hui, on peut très bien réactiver la dette. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on peut un petit la personne qui essaie de filouter parce qu'elle est insolvable tout de suite après la procédure, je peux l'oublier et revenir 6 ans après et lui dire au fait. Tu peux même revenir 30 ans, 40 ans après. Il suffit que tous les 10 ans, enfin même pas, 10 ans moins un jour. Une fois tous les 10 ans. Ouais, faut qu'il y ait un acte de procédure qui intervienne. Et C'est intéressant voilà. à savoir Et aussi. du coup, ça repousse la prescription et du coup, voilà. Ce qui fait que on finit souvent par passer par la caisse et à payer ses dettes. Ok. Mais merci Nicolas en tout cas de nous avoir accueillis dans ton étude à Chartres. J'ai appris beaucoup de choses, on est allé sur le terrain. Je t'avoue que j'ai eu froid. Ouais. Je suis un petit peu caillé, mais c'était très agréable. J'espère que les gens qui nous regardent ont aussi appris pas mal de choses. Ouais. Et écoute, merci à toi d'être venu. C'était un vrai plaisir de te faire partager un peu ma profession et de te faire découvrir un métier qui est peu connu. Et t'es pas le cliché de l'huissier qu'on imagine tout voûté avec les cheveux gris. Non, effectivement, on mange personne. Donc voilà, si vous avez un problème ou un besoin, appelez un huissier. Il y en a partout. Voilà, faut pas hésiter. Ok, top. Merci à toi. Merci. J'espère que cette immersion avec un huissier de justice t'aura plu, que tu auras appris des choses et surtout que tu auras compris l'importance de faire appel à un huissier, qu'ils n'ont jamais mangé personne et ce sont les bonnes personnes pour te donner des conseils, pour faire partir les délais légaux et pour suivre les procédures. Je remercie Nicolas pour son accueil et je vais y aller parce que vraiment, j'ai froid. À bientôt la team. Ciao.